la cible était TPMP et Cyril Hanouna. Donc soit on disait Cyril n'a plus le droit d'animer TPMP, soit on disait il n'y a plus de TPMP, l'émission est interdite. On n'a pas fait ça, on a supprimé une chaîne entière. La cible, elle, elle reste totalement indemne. Donc c'est complètement débile. Pascal Bataille a dévoilé un tout nouveau projet. Le 10 avril est paru son livre Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. À cette occasion, il s'est confié dans En privé avec sur cet ouvrage, mais aussi sur le cancer qu'il a combattu, sur son retour sur W9 ou encore sur ses 4 fils. Bonjour Pascal Bataille, déjà on est ravis de vous avoir avec nous. Merci, ravi aussi d'être là. Comment est-ce que vous allez? Très bien, très très bien, en pleine forme, aussi bien que faire se peut, après cette épreuve pas très facile, effectivement, mais je suis officiellement en rémission depuis quelques semaines, sous surveillance évidemment, mais voilà, pleine forme et un moral du tonnerre, donc tout va bien. C'est super, on est là pour parler de votre livre qui s'appelle Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, qui est sorti aux éditions Guy Trédaniel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance de ce projet? Alors c'est un projet qui est lié à plusieurs choses. En fait, le silence, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps, et notamment parce que moi, je ne le connais plus depuis plus de 30 ans, puisque j'ai des acouphènes dans l'oreille gauche, c'est-à-dire des bruits parasites en permanence, donc même dans un caisson totalement isolé, j'aurais quand même du bruit dans la tête. Et je trouve que c'est une jolie notion, le silence, qui est malheureusement un peu oublié dans notre mode de vie et dans notre société. Il se trouve que chez Guy Trédaniel, l'éditeur, il y a une collection qui s'appelle Les Petits Traités. Et dans cette collection qui est dirigée par un de mes amis philosophes, que j'adore cette collection, et je lui avais dit, moi j'aimerais bien un jour écrire dans cette collection. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais travailler sur le silence. Et puis juste après avoir signé ce contrat, donc le livre n'était pas encore écrit, j'ai appris que j'étais malade. C'est plutôt très bien tombé, si je puis dire, cette maladie, parce que ça m'a permis de trouver le temps de travailler sur ce livre. Ça a demandé quand même pas mal de recherche et de documentation. Et je pense que d'écrire le livre m'a permis de mieux vivre ma maladie, et d'être malade m'a permis aussi d'écrire ce livre sous une forme qui aurait peut-être été différente si ça n'avait pas été le cas. Qu'est-ce qui aurait été différent selon vous? Je pense que je l'ai écrit dans une sorte d'état à la fois de sérénité, de confiance paradoxalement, parce que j'ai eu la chance de traverser cette maladie avec beaucoup d'optimisme et en étant assez convaincu que ça allait bien se passer. Vous savez, quand on est malade de quelque chose d'assez grave quand même, forcément, enfin, c'est un peu une palissade de le dire, mais on relativise quand même un certain nombre de choses. On revoit un peu certaines priorités, et le plaisir de l'écriture a été vraiment dans ces moments où effectivement j'aurais pu passer du temps à me regarder le nombril, à me lamenter sur mon sort ou je ne sais quoi encore. Voilà, ça a été très salutaire. Oui, je pense que je l'ai mieux écrit en tout cas que j'aurais pu le faire avant. Est-ce que vous avez peut-être une certaine pression du temps, par peur de ne pas pouvoir le finir par exemple? Alors c'est une question intéressante parce que je l'ai rendu, j'ai été opéré le 8 janvier de cette année, on m'a enlevé un bout de poumon, comme souvent dans ce type de maladie, et j'ai rendu le livre le 7, juste la veille de l'opération. Je voulais le rendre avant. Cela dit, j'ai pas eu la pression du temps parce que j'ai le sentiment d'avoir eu le temps de l'écrire comme je le voulais, de le travailler comme je le voulais. Alors en même temps, c'est des petits traités, ça fait 200 pages, c'est pas non plus la Bible, hein. Mais là aussi, vous savez, j'avais des séances de chimiothérapie, c'est pas très rigolo comme sujet, mais au lieu de m'ennuyer pendant 6 heures ou de regarder une énième série, j'en profitais pour travailler, pour faire des recherches sur Google, lire des livres sur le sujet du silence. Donc vous me parliez de votre maladie dont vous parlez dans le livre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en parler publiquement en décembre dernier? J'ai réfléchi un peu d'abord avant de décider de médiatiser ça. D'abord, je voulais être sûr que je supportais le traitement de façon pas trop négative. Parce que ce que je voulais, c'est porter un message positif, un message d'espoir et d'optimisme. Et pour ça, il ne fallait pas que je sois trop délabré et trop diminué physiquement, évidemment. Donc j'ai attendu déjà de voir comment je supportais. Et comme j'ai eu la chance incroyable de pas trop, d'avoir quasiment aucun effet secondaire à part la perte des cheveux et la fatigue, ça tombait bien. Deuxièmement,
ça arrive à tout le monde, y compris à des gens qui passent à la télé, dont vous pensez peut-être qu'ils sont exemptés des vicissitudes de la vie de tout le monde. Donc je pense que c'est important de dire que nous aussi, les gens que vous voyez dans votre petite boîte ou sur les réseaux sociaux, ben, on est comme vous, voilà, on est des gens normaux. Quand on a la chance d'avoir une petite notoriété qui nous donne un haut-parleur comme ça, pour avoir un message qui est entendu un petit peu au-delà de notre entourage proche, eh bien, il faut savoir en profiter. Et ce que je voulais dire, c'est, oui, c'est une maladie grave, mais on peut en guérir, il faut y croire, il faut avoir le moral, il faut compter sur les progrès de la médecine, il faut compter sur la science et le savoir des médecins, l'évolution de la chirurgie, etc. Donc ayez confiance comme moi j'ai confiance. Je suis moi ambassadeur depuis un peu plus de 2 ans de l'association pour la recherche sur la SLA, c'est la maladie de Charcot. Maladie qui est encore aujourd'hui incurable, ça vraiment incurable, et qu'on ne sait même pas ralentir, qu'on ne sait même pas traiter du tout. Et donc je voulais dire, regardez moi mon cancer, il y a 10 ans, le pronostic aurait été extrêmement sombre, extrêmement pessimiste. Aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux le cancer du poumon. On en meurt beaucoup trop encore, mais on le soigne de mieux en mieux. Et ça, c'est le résultat des progrès incroyables de la recherche, progrès qui sont tout à fait exponentiels d'année en année. Et ces progrès de la recherche, ils sont le fruit d'une chose, c'est des dons, de l'argent qu'on donne à la recherche. Donc je voulais me servir, faire un peu du judo avec ma maladie pour dire, regardez, le cancer du poumon, il y a encore 10 ans, c'était terrible. Aujourd'hui, ben, on s'en sort de mieux en mieux. C'est possible aussi pour Charcot. Et on parle très souvent de cette maladie, mais c'est vrai qu'on parle peu souvent des symptômes. Comment ça s'est manifesté? Pour moi, le cancer du poumon, alors le problème des cancers, c'est que c'est souvent des maladies silencieuses qui ne sont pas très symptomatiques. On n'a pas beaucoup de signes. Et je l'ai découvert parce que je toussais depuis 6-8 mois. J'ai eu un petit Covid à Noël 2024. Après ce Covid, je me suis mis à tousser. Donc mon médecin, mon généraliste m'a dit, oh, c'est pas grave, c'est un Covid long. J'ai plein de patients qui sont comme toi, qui toussent. Bon. Ben, le problème, c'est qu'au bout de 3 mois, je toussais toujours. Donc je suis retourné la voir. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas une allergie? On n'a pas détecté d'allergie particulière. On a fait une radio. On n'a rien vu à la radio, donc j'ai continué d'attendre, et puis je toussais, et puis finalement, on a décidé de faire un scanner, et en faisant le scanner, mais là on était déjà début septembre, donc 9 mois après, grosso modo, on a découvert une tumeur qui faisait déjà 4,5 cm et qui était déjà à un stade assez évolué. Et est-ce que vous avez ressenti une certaine colère après la révélation du diagnostic? Parce que 9 mois, c'est long. Pas du tout. Non, j'ai ressenti aucune colère. D'abord parce que je pense que les pistes successives, elles étaient tout à fait judicieuses. Et la seule chose, c'est effectivement, on aurait pu faire ce scanner beaucoup plus vite, mais c'est pas encore entré dans les mœurs, si je puis dire, des médecins, de la sécurité sociale, etc., de faire des scanners un peu plus systématiques sur une population de plus de 50 ans, ayant fumé, dont je faisais partie. Donc j'en veux absolument pas à mes médecins, à mon médecin généraliste, ni à ma pneumologue qui n'a pas non plus prescrit cet examen-là très vite. Et quand on vous l'a annoncé, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors très étrangement, très étonnamment, quand on me l'a annoncé, j'ai accueilli cette nouvelle avec une sérénité assez grande, qui m'a moi-même étonné, hein, parce que en fait, on a tous, hélas, dans nos entourages plus ou moins proches, quelqu'un qui a été victime de cette maladie. Et peut-être que, comme moi, vous vous êtes dit un jour, si on m'annonce que j'ai un cancer, comment je vais réagir? Et moi, je m'étais toujours dit que je m'effondrerais, que je serais déprimé, angoissé, que je passerais en tout cas par une phase très down, très sombre. Et puis pas du tout. Donc j'en tire aucune fierté parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, ça s'est fait comme ça. En fait, j'ai été tout de suite assez convaincu que, d'une part, que j'allais très certainement m'en sortir, et d'autre, il y avait aussi un peu de résignation, mais dans un sens positif. C'est-à-dire, bon, je me suis dit, bon, ben voilà, ok, j'ai un cancer, ben, il faut faire face, il faut y aller, arrivera ce qui doit arriver, mais en tout cas, on va pas se laisser aller, on va y croire, et voilà. Et donc, finalement, j'ai eu la chance de traverser toute cette période avec un moral au top de la première à la dernière minute. Les moments les plus difficiles, ça a été
après l'opération, parce que c'est une opération qui a des suites très douloureuses. J'ai une grosse cicatrice dans le dos et en fait, donc il faut découper les côtes, il faut découper les muscles, il faut découper les tissus pour aller atteindre le poumon et enlever le bout de poumon qui doit être enlevé. Ou honnêtement, alors vous savez que nous les garçons, on est très douillés, etc. Mais bon, mais là, j'ai dégusté comme rarement j'ai dégusté dans ma vie. Et il y a eu une ou deux nuits où j'ai pas perdu le moral, mais j'ai perdu un peu la combativité, quoi. Sinon, j'ai été en permanence extrêmement positif, extrêmement serein. Vous avez été aidé, j'imagine. Oui, mais j'ai été super bien entouré. J'avais mes proches, mes enfants autour de moi. Encore une fois, là aussi, j'ai été plutôt privilégié. Mais on en prend vraiment conscience que quand on le vit, à quel point il y a beaucoup de gens qui vivent ça tout seuls. Je voyais dans les séances de chimiothérapie, puisque j'ai refusé d'être... On m'avait proposé, je ne sais pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, mais je ne vois pas pourquoi, d'être dans une salle à part, parce qu'effectivement j'ai une tête un peu connue et que donc ça pourrait apparemment justifier un traitement particulier. Et donc évidemment j'ai dit non, j'ai donc fait mes séances de chimiothérapie avec d'autres malades, on était une dizaine, une douzaine dans la salle, chacun sur son fauteuil avec sa perfusion. Et j'ai pu donc parler aussi un peu avec d'autres malades au fil des séances et voir combien de personnes vivent ça seules, très isolées, pas forcément dans la misère. Hein. C'est peut-être des gens qui rentrent dans un appartement de 200 mètres carrés, mais sauf qu'ils sont seuls. Voilà. Et peu importe l'argent à ce moment-là, ce qui importe, c'est le soutien moral dont on peut bénéficier. Je pense que voilà, on n'est jamais assez présent, on n'est jamais assez là pour aider les gens qui sont malades parce que c'est quand même une épreuve difficile et que vivre ça seul, c'est pas simple. Mais l'annonce des proches aussi, ça peut être un moment très compliqué. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos proches, dont vos fils ? Alors, la première personne que j'ai appelée, c'est mon ex-femme, qui est ma meilleure amie et à qui je donnerais un rein s'il lui fallait un rein. Je trouve qu'elle aussi avait eu un cancer du sein quelques années auparavant, dont elle s'est heureusement bien sortie. Donc j'ai décidé que j'allais le dire assez vite à mes 4 fils, à mes 4 garçons. Et après, j'ai décidé de... je ne le criais pas sur les toits, mais quand on me demandait, un ami me demandait de mes nouvelles, je disais, bah, écoute... en ce moment, voilà, j'ai un petit souci de santé, mais ça va aller. La seule personne à qui je ne l'ai pas dit, c'est ma mère qui est assez âgée, qui va avoir 90 ans. Je ne voulais pas l'inquiéter et donc je lui ai rien dit. Elle vit à Biarritz, je la vois quand même régulièrement, mais pas tous les jours, donc c'était plus facile de lui cacher la vérité. Je lui ai dit simplement, juste avant l'opération, il y a quand même un risque à l'opération et je ne voulais pas évidemment qu'elle apprenne éventuellement une mauvaise nouvelle sans avoir su que j'étais malade. Une anecdote rigolote, c'est qu'en fait, je suis quand même allé la voir quelques jours avant l'opération et j'avais quand même perdu beaucoup de cheveux. Et elle me voit arriver, elle me dit « Mais c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que tu as ?» Et je lui ai dit je lui ai menti. Je lui ai dit « Mais écoute, c'est ma coiffeuse. On était en train de rigoler, de papoter. Elle s'est lâchée complètement. Elle n'a pas fait gaffe avec la tondeuse. Et du coup, je lui ai dit bah, « Continue. Parce que là, autrement, ça va ressembler à rien. » Donc voilà, elle me dit « Mais plus jamais tu retournes chez cette coiffeuse. » Bon, et puis quand je lui ai annoncé quelques jours après, elle m'a dit « Ah, je savais bien qu'il y avait un truc avec tes cheveux quand même. » Et comment elle a réagi voilà, après? Ben, finalement bien parce que du coup le traitement avait été très efficace, donc j'ai pu lui dire mais voilà, j'ai été malade mais là maintenant ça va. Bon, il y a l'opération encore à passer, mais donc elle a été beaucoup moins inquiète que si je l'avais dit au début. Et vos fils, à qui vous l'avez dit plus rapidement, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont été alors c'était un peu double peine parce que il y avait la maman qui venait juste d'être en guérison au bout de 5 ans de son cancer du sein. Ils ont été formidables, ils ont été en apparence très sereins aussi. Je me suis rendu compte après l'opération, quand ils ont enfin poussé un gros ouf de soulagement, qu'ils avaient été sans doute beaucoup plus inquiets que moi-même je ne l'ai été. Mais ils ne l'ont pas trop montré. Et que vous ont dit les médecins maintenant que vous allez mieux aujourd'hui? Vous me disiez que vous étiez en rémission.
Que vous ont-ils dit depuis? Est-ce que vous avez une hygiène de vie à suivre particulière, par exemple? Il ne faut surtout pas que je fasse des interviews le mercredi après-midi, le jeudi après-midi. Ah bah c'est loupé. Bah au revoir, merci. Non, non, j'ai pas une hygiène de, enfin, j'ai une hygiène de vie que je m'impose un peu moi-même, mais qui était déjà, que je respectais déjà un peu avant d'être malade. J'ai arrêté de fumer depuis très longtemps. Bon, ça n'a pas suffi apparemment, mais j'essaie de faire un maximum de sport. Donc là, je recommence à en faire beaucoup et à restaurer ma capacité pulmonaire qui a quand même été atteinte par la maladie et par l'opération. J'essaie de boire de l'alcool modérément, j'essaie de manger des choses plutôt saines et de limiter un peu le sucre, voilà, des choses basiques. Mais je vis bien, enfin voilà, je me prive pas, je suis un bon vivant et j'essaie de le rester. Et d'autant plus bon vivant que quand on a on s'est approché un petit peu de tout ce contexte de la maladie et potentiellement de la mort, on prend encore plus de plaisir à vivre et à savourer chaque instant. Donc, et est-ce que depuis vous êtes toujours suivi par les médecins? Dans ce genre de maladie qui a fâcheuse tendance à revenir de façon un peu insidieuse et silencieuse, on est pendant 5 ans suivi, donc je vais avoir des contrôles tous les 6 mois et puis ensuite tous les ans. Vous craignez quand même un peu qu'elle revienne, cette maladie? Je le crains pas, je sais que c'est une possibilité, voilà, mais non, je suis pas en train de me dire en permanence et si ça revient. Voilà. D'autant que maintenant que je l'ai vaincu une fois, bah, si ça revient, qu'elle vienne, elle verra bien. Et on sait que donc, vos proches ont été là pour vous. Et est-ce que les amis du côté médiatique vous ont aussi soutenu après votre annonce? Oui, plus que j'aurais pu le penser d'ailleurs. J'ai vu vraiment des manifestations sincères de la part de gens dont je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils se manifestent et à ce qu'ils soient là. Ouais. Je ne parle pas évidemment de mon ami Laurent Fontaine qui a été là depuis à chaque instant ou de mes vrais amis, mais voilà, des relations dans le métier qui ont été là, qui ont été sympas, qui ont envoyé des messages adorables et ça m'a, pour certains, ça m'a surpris. Est-ce qu'ils ont lu votre livre? Ah, je ne pense pas encore, pas tous en tout cas. Tout à l'heure, j'ai vu par exemple que Valérie Trierweiler avait mis avait posté une publication sur Instagram. Oui, elle a fait effectivement une critique extrêmement sympa. C'est une grande lectrice, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui s'intéresse beaucoup à la littérature, aux essais, à la pensée, etc. Donc lire sous sa plume des choses plutôt élogieuses et sympas sur mon bouquin, c'est très flatteur. Et au début de votre ouvrage, vous dites qu'on vous a diagnostiqué un neurinome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment ça s'est manifesté? Cette maladie, elle consiste en quelque chose de très simple. C'est un kyste, une tumeur bénigne en fait, qui se loge sur le nerf acoustique. Le nerf qui transmet donc les informations captées par votre oreille externe au cerveau. Donc ça veut dire que les sons que vous entendez sont transmis de façon différente et perturbée au cerveau qui donc ne peut pas les interpréter. Ça s'est traduit d'abord par des crises de surdité de l'oreille gauche. Il y a une trentaine d'années, j'entends assez mal de l'oreille gauche, mais surtout j'en ai gardé ces fameux acouphènes, c'est-à-dire ces bruits permanents dans mon oreille. Et ça, il n'y a pas moyen de les supprimer. Donc voilà, la seule tumeur en elle-même n'est pas dangereuse. C'est pas opérable. C'est opérable, mais avec des gros risques de paralysie faciale et de surdité totale. Donc, à l'époque où on m'a découvert ça, j'étais vraiment en pleine explosion, on va dire, de ma carrière d'animateur télé avec Laurent. Je me suis dit, c'est jamais facile d'avoir une hémiplégie faciale, mais en plus, pour faire la télé, c'est quand même pas très pratique. Donc, j'ai préféré ne pas aller à l'opération. On m'a traité avec des rayons gamma, qui était une technique un peu innovante à l'époque. Ça a stoppé la croissance de la tumeur, mais ça ne m'a pas rendu mon audition et ça ne m'a pas enlevé les acouphènes. Et comment est-ce que vous avez vécu les premières semaines, premiers mois après que ces acouphènes soient apparus? Comme les gens qui ont des acouphènes le savent, c'est au début, quand ça commence à se manifester, surtout s'ils sont assez puissants, ce qui est le cas chez moi, c'est extrêmement perturbant, ça donne envie de se taper la tête contre les murs pour essayer de faire taire ce bruit permanent. On a une capacité de résilience formidable, le cerveau s'adapte.
Là, je suis en train de vous en parler, donc je les entends. Mais 3 minutes avant qu'on en parle, je n'y faisais pas attention. Donc je suis capable d'en faire abstraction. Évidemment, plus il y a du silence autour, plus je les entends. Et plus il y a du bruit, moins je les entends. Mais ce qui ne m'empêche pas quand même de préférer le silence au bruit. Comment est-ce que vous réussissez à dormir? Ça, c'est une question que je me pose la nuit. Pour le coup, il y a le silence complet. Comment est-ce qu'on réussit à dormir? En fait, c'est ça qui est le plus difficile. Au début, c'est d'arriver à s'endormir parce que voilà, il y a ce sifflement, ce bourdonnement. Parfois, c'est du tintement, ça dépend. C'est varié au moins. Puis, voilà, donc on s'habitue. Je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas de recette. Donc, je dors très bien. Les médias, du coup, c'est aussi un sujet que vous évoquez dans le livre, notamment la course au scoop avec les flux d'informations en continu qui ont émergé ces dernières années, par exemple. Tout va très vite maintenant dès qu'une nouvelle tombe. Est-ce que vous regrettez que ça évolue un peu de cette façon, le métier de journaliste? Ce que je regrette globalement, c'est effectivement mais c'est valable dans tous les domaines, qu'on a des outils incroyables et qu'on les utilise pas forcément très bien. Les chaînes d'infos en continu, en soi, c'est super. Les réseaux sociaux, en soi, c'est super. Après, c'est la façon dont l'usage qu'on en fait et le surusage, la surutilisation qu'on en fait qui peut être désastreux, ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire on est noyé, on est complètement submergé par cette vague d'informations. En tant que journaliste, et moi je l'ai été, j'ai commencé ma carrière comme journaliste, on a une grande responsabilité, on est là pour informer. C'est la France qui a le plus de chaînes d'information en continu, il y en a encore plus chez nous qu'aux États-Unis. Pourquoi on a ce besoin à ce point-là de multiplier les sources d'informations? C'est une question qu'on peut se poser. Donc il y a des chaînes qui se multiplient, il y en a d'autres qui malheureusement disparaissent. Ça a été Oui. le cas de C8 récemment, tout comme Énergie 12, une chaîne que vous aviez rejoint. Quel regard vous avez porté sur cette décision de l'Arcom? Un regard évidemment très étonné, très critique, parce que je ne comprends pas que des gens qui sont censés réfléchir un petit peu puissent se montrer aussi stupides et prendre une décision aussi aberrante. Parce que, pourquoi elle est aberrante? Déjà, supprimer 2 chaînes de télévision, après on peut critiquer le contenu, ce que font telle ou telle chaîne, ne pas aimer telle ou telle émission. Bon, tout ça parce que, c'était quoi la finalité? C'était de punir Cyril Hanouna. C'est pour ça qu'ils ont pris cette décision, selon vous? C'était juste Très clairement, hein. Cyril était accusé de faire des débordements et de ne pas se plier au cahier des charges. Et donc, il avait fait l'objet d'un certain nombre de sanctions, d'amendes, etc. Bon. Et qu'à force, comme apparemment ça ne suffisait pas, ou que l'Arcom considérait qu'il continuait à ne pas se montrer respectueux de ce cahier des charges, il fallait supprimer Cyril ou l'émission. Mais dans ce cas, il fallait supprimer Cyril ou l'émission, enfin Cyril, pardon, supprimer ou l'animateur, le rôle de Cyril dans cette émission ou l'émission elle-même. Je ne dis pas que je cautionne ça, que j'étais d'accord avec l'Arcom, mais du point de vue de l'Arcom, la cible était TPMP et Cyril Hanouna. Donc soit on disait Cyril n'a plus le droit d'animer TPMP, soit on disait il n'y a plus de TPMP, l'émission est interdite parce qu'elle ne respecte pas le cahier des charges. On n'a pas fait ça, on a supprimé une chaîne entière. Résultat, Cyril, et tant mieux pour lui et ses chroniqueurs, arrive sur W9 à la rentrée, donc rien de changé pour tous ces gens-là. En revanche, il y a pour les téléspectateurs qui regardaient autre chose sur C8, et qui ne regardaient pas que TPMP, il n'y a plus de chaîne. Pour les gens qui travaillaient pour cette chaîne, que ce soit en interne ou toutes les boîtes de prod pas énormes, qui n'avaient qu'une ou 2 émissions, dont une sur C8 qui n'existe plus, ça veut dire le chômage, ça veut dire la clé sous la porte. Donc en fait, il y a plein de victimes collatérales qui n'ont rien demandé à personne. Et voilà. Alors que la cible, elle reste totalement indemne. Donc c'est complètement débile. Par ailleurs, l'autre cible, c'était Vincent Bolloré, qui avait déplu parce qu'il soutenait très clairement l'extrême droite, enfin le Rassemblement national, qui n'est pas l'extrême droite pour certains, qui est l'extrême droite pour moi, mais voilà. Le soutien de Vincent Bolloré à l'extrême droite avait déplu, donc on lui supprime sa chaîne. Vincent Bolloré, il s'en contrefiche parce qu'il perdait 45 millions d'euros par an avec cette chaîne, et il est très content finalement qu'on lui ait enlevé ce caillou dans la chaussure. Tant qu'on lui laisse CNews, ça lui va très bien. Et donc les 2 qui étaient visés, ils s'en sortent très bien, et c'est tous les autres qui trinquent. Est-ce que c'est pas une décision totalement débile? Pardon, mais il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et comment vous l'avez vécu quand l'annonce a été faite?
Est-ce que vous avez eu peur, par exemple, pour vous aussi? En fait, on était assez confiants avec Laurent sur le fait que, vu les audiences que faisait l'émission, il y ait une autre chaîne qui veuille nous récupérer. Nous, on savait qu'on allait être récupérés quelque part. Ça a été le cas d'ailleurs. Et on est très heureux de rejoindre le groupe M6. Donc pour nous, c'est presque une aubaine quelque part, la disparition de C8. Mais pardon, moi je connais des tas de gens, journalistes, assistants de prod, techniciens, qui sont en ce moment en train de chercher du boulot, qui n'en trouvent pas. Et vous nous parliez tout à l'heure de vos fils, vous avez 4 fils. Est-ce qu'ils ont déjà souffert par le passé, même si vous ne vous considérez pas comme une star, quand même une grande personnalité, est-ce qu'ils ont déjà souffert du statut de fils d'eux? Selon leur personnalité à eux, des réactions différentes. Les 2 aînés, ils ont un peu souffert à l'époque des Guignols. Vous savez qu'on a été caricaturés par les Guignols de façon extrêmement drôle, mais extrêmement dur quand même, comme un couple de frères siamois avec un seul cerveau pour 2. Sauf que nous, on en riait, mais les enfants, évidemment, c'est quand ils sont jeunes ados et que dans la cour, on dit « Ah, ton père, il n'a pas de cerveau, etc. » C'est un peu plus dur. Et puis, mon 3e, qui est plutôt un peu sauvage, il ne supportait pas qu'on vienne me demander des autographes ou des selfies. À chaque fois, il se barrait à l'autre bout de la rue ou de la pièce, etc. Parce que lui, ça l'énervait prodigieusement. Comme ils le savent et comme je leur ai toujours dit, il y a pire que d'être le fils d'un animateur télé. C'est plutôt un statut privilégié à plein de points de vue. Ils ont plutôt vécu dans un confort que tout le monde n'a pas, etc. Donc je pense qu'ils en sont bien conscients et je pense qu'ils n'ont pas trop été malheureux d'être les enfants de Pascal Bataille. Est-ce qu'ils ont déjà voulu suivre votre voie? Alors, j'ai mon 3e, le plus secret, qui a un peu travaillé dans vos murs quelque temps. Il a travaillé il a été stagiaire et il a adoré cette période auprès de Jamy dans Épicurieux. Et il se trouve qu'entre-temps, lui, il a décidé de se réorienter. Il fait une école de game design, de jeux vidéo. Il a l'air de se réjouir là-dedans, mais en tout cas, il aurait pu suivre ma voie. Mais les autres en font des choses complètement différentes. Qu'est-ce qu'ils font? J'en ai un qui a fondé une start-up dans le domaine du recrutement. Le 2e est décorateur d'intérieur. Et le dernier veut être footballeur professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pourvu que ça dure, comme disait Madame Bonaparte. J'ai l'impression de jamais avoir été autant épanoui qu'aujourd'hui. Donc j'ai vraiment eu une existence privilégiée et où la vie m'a souri. Mais paradoxalement, je trouve que je suis encore plus épanoui, serein et heureux aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Donc, que ça continue comme ça un petit peu encore. Je vous le souhaite. Merci. Et merci beaucoup d'être venu encore une fois et peut-être à bientôt. J'espère. À très bientôt. Merci beaucoup.